Bonjour à tous et bienvenue à l'entretien de France 24. Après avoir traversé des bouleversements politiques et connu des soulèvements populaires, le monde arabe va-t-il faire sa révolution sexuelle? Même si tout semble indiquer le contraire, il y aurait quelques frémissements. C'est du moins la thèse de notre invité aujourd'hui qui a mené l'enquête pendant 3 ans dans la région et qui a publié La Révolution du plaisir, enquête sur la sexualité dans le monde arabe chez Autrement. Chérine El Feki, merci d'être avec nous. Bonjour. Grand plaisir, merci. Alors, vous êtes chercheuse, immunologiste, vous avez travaillé sur le sida notamment. Vous expliquez quand même que dans votre bouquin, vous expliquez que la sexualité demeure un tabou aujourd'hui, mais que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu un changement au 19e siècle. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est intéressant qu'on a une grande histoire, une longue histoire comme arabe et comme musulmane de parler ouvertement, très franchement de la sexualité. On avait des grands livres de éroticisme comme Mille et une nuits, par exemple, mais beaucoup d'autres. Et même dans le Coran et même dans nos textes islamiques, on traite la sexualité d'une manière très directe. Ce qu'on voit maintenant, on se au sujet de la sexualité. Et ça c'est le résultat d'un long processus. Mais ça a commencé pendant le 19e siècle avec la colonisation. On a appris des attitudes envers la sexualité des pouvoirs coloniaux des Français, des Anglais pendant la période victorienne. Et qui était plus prude, en fait, à l'époque. Exactement, exactement. Et après, ça gagne de vitesse au début du XXe siècle. Mais vraiment, ce qui a changé après la montée de l'intégrisme pendant les années 70 et après, on voit une sorte de discours public qui est beaucoup plus enfermé envers la sexualité, le genre, les rôles de femmes surtout, mais aussi le rôle des hommes. Ce que vous expliquez, c'est qu'en fait aussi, il y a tout un discours qui dit que les raisons de la décadence des pays est liée à non seulement la colonisation, mais à l'exemple de l'Occident et qu'il faut revenir sur certaines valeurs fondamentales, en fait. Mais c'est quoi ces valeurs fondamentales? Ils sont toujours en train d'être réinterprétées. Et la raison pour ça est que la sexualité est une arme de contrôle, une arme de contrôle de l'État. Si on a des dictatures, par exemple, une arme de contrôle aussi dans la famille. C'est à cause de ça que les patriarcats dans le monde arabe et ailleurs aussi utilisent la sexualité pour contrôler les femmes et les jeunes. Alors, je précise juste parce que tout à l'heure, vous avez dit on a eu des textes parce qu'en fait, vous êtes d'origine égyptienne et vous êtes canadienne. Vous avez la double nationalité, même une triple nationalité puisque vous... Aussi, ma mère vient de Pays de Galles et mon père est égyptien. Voilà, mais en tout cas, vous êtes aussi égyptienne et c'est ce qui peut-être a permis pour vous de faire cette enquête. Alors, dans votre livre, vous parlez de l'obsession de la virginité, du harcèlement de rue. Virginité féminine. De la virginité féminine, exactement. De l'obsession de la virginité féminine, des harcèlements de rue, de l'excision. On dit qu'il y a plus de 90% des femmes en Égypte qui sont excisées. Et pourtant, vous dites que le sexe et la sexualité ressemblent à une citadelle inexpugnable, mais il y a de nombreuses ouvertures. Quelles sont ces ouvertures? Parce que, sincèrement, on ne voit pas du tout de changement possible, a priori. Je dois dire, comme changement, que le titre de mon livre, La Révolution du plaisir, c'est un peu ironique. Parce que ce qu'on voit dans le monde arabe, et je généralise ici, mais dans beaucoup de communautés, dans beaucoup de nos pays, c'est une sorte d'évolution sexuelle. Il y a des changements petit à petit. Par exemple, les violences sexuelles. Quand j'ai commencé ce livre en 2008, presque aucune femme parle ouvertement de l'harcèlement sexuel, bien sûr, ni de viol. Maintenant, après les soulèvements, même avec tous les pas en arrière qu'on a vus, il y a des femmes et des hommes aussi qui parlent ouvertement. Et qui vont porter plainte. Exactement. Et ça n'existait pas autrefois. Exactement. On est beaucoup plus... On commence avec la parole. Et aussi on voit de l'action sur le terrain, surtout dans le cadre de la société civile, même que c'est tellement difficile.
même aussi avec le sujet brûlant de homosexualité. On a des groupes de soutien dans presque tous nos pays. Il y en a à peu près d'une douzaine. Ils sont très actifs sur la toile, sur les médias sociaux aussi. Alors justement, est-ce que Internet n'est pas finalement aussi ce qui va permettre ou ce qui permet en ce moment une évolution des mœurs, une émancipation des femmes aussi, une libération sexuelle? Vous parlez par exemple d'Internet qui favorise les rencontres entre jeunes, parce que normalement, on n'a pas le droit d'avoir de relations avant le mariage, dans tout le monde arabe pratiquement. Mais Internet est en train de changer tout ça? Oui, on peut s'exprimer plus librement maintenant sur l'Internet. Mais il y a toujours un écart entre la vie sur l'Internet et la vie dans le monde quotidien. Toujours. Et ce que je trouve intéressant est que avec l'Internet, aussi les pouvoirs conservateurs peuvent l'utiliser aussi. On voit beaucoup de sites, par exemple, très islamistes qui donnent des conseils et des renseignements aux jeunes qui n'ont aucune base dans la science, dans les faits. Alors, il y a ce côté aussi. Il y a aussi la pornographie, par exemple. Il y a beaucoup de l'accès à la pornographie dans tous nos pays. Alors, il y a une sorte d'équilibre avec la toile. Shirin El Fekki, quand on vous lit, on a quand même l'impression qu'il y a une vaste hypocrisie concernant la sexualité dans le monde arabe. Il y a un grand écart. Le problème pour nous dans le monde arabe, dans la chambre à coucher et aussi en dehors, c'est ce grand écart entre l'apparence et la réalité. Le problème pour nous, ce n'est pas qu'on n'a pas de relations en hors du mariage. Évidemment, on a. Le problème est qu'on n'est pas libre de parler, de poser des questions à ce sujet. Et cet écart entre l'apparence et la réalité, c'est un grand problème pour les femmes. Par exemple, on a parlé de la virginité. Comment est-ce qu'on définit la virginité dans le monde arabe? Ce n'est pas comme une réalité, un état de chastité. C'est un morceau d'anatomie. C'est l'hymen. C'est l'apparence. Et moi, je connais, par exemple, des jeunes femmes au Maroc. Je travaille avec des ONG qui essaient de les protéger contre le VIH-Sida. On était dans un bar à Casablanca. On a rencontré des jeunes femmes qui sont des travailleuses de sexe. On leur a donné des préservatifs, des conseils, etc. Et les femmes ont dit non, elles ont refusé les préservatifs. Pourquoi? Elles nous ont dit que nous sommes vierges parce qu'on spécialise dans les relations anales ou orales. Jamais, aucun risque de tomber enceinte parce que nous devons rester vierges pour nous marier. D'où d'ailleurs tout un business autour aussi du fait de recoudre l'hymen éventuellement. Il y a dans la question aussi des apparences qui sont préservées, vous parlez beaucoup aussi des mariages temporaires. Il y a plusieurs formes de mariage temporaire. C'est quoi ça exactement, un mariage temporaire? Le problème est que le seul cadre accepté pour les relations sexuelles, c'est dans le cadre du mariage. Alors, il y a une telle pression de se marier. Mais avec tous les problèmes, l'économie, par exemple, le chômage, c'est très difficile pour les jeunes dans plusieurs pays de se marier. Alors, si on ne peut pas se marier, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la plupart des jeunes aussi qui sont très religieux, qui veulent rester dans le cadre d'islam, ils essaient ces sortes de mariages temporaires. Ils ont qui sont acceptés par... Ils ont une couverture islamique, mais il y a des gens qui disent que c'est halal, il y a des gens qui disent que c'est haram. Interdit ou... Oui. Mais aussi, on peut exploiter ces mariages. Par exemple, aussi en Égypte, on a cette situation. Il y a des femmes qui viennent des petits villages tout près du Caire. Il y a des touristes qui viennent du Golfe. Et il y a une sorte d'industrie de mariage temporaire pendant l'été. Mais c'est une forme de prostitution, finalement. Exactement, mais c'est ça l'écart entre l'apparence et la réalité. L'apparence, le mariage. La réalité, le tourisme de sexe et aussi le travail de sexe. Alors, comment est-ce qu'on peut réduire cet écart? C'est ça le grand défi pour nous dans le monde arabe. Dans la vie sexuelle et dans la vie publique aussi. Et la raison que je parle de la sexualité, parce que je pense vraiment que la sexualité, la vie sexuelle, c'est une sorte de reflet de qu'est-ce qui se passe dans le monde ailleurs, dans la politique, dans l'économie, dans la religion, surtout la tradition. Mais ce que je dis aussi dans le livre, il y a ce lien entre les deux.
On sait très bien en France, par exemple, que les choses personnelles sont politiques. The personal is political. Et moi, je me demande, par exemple, comment est-ce que les femmes peuvent vraiment avoir de pouvoir dans les élections si on n'a pas de contrôle sur nos corps à nous-mêmes. Comment les hommes et les femmes peuvent se traiter avec respect dans n'importe quelle société si on ne le fait pas dans la chambre à coucher. Il y a un lien très, très étroit et si on veut vraiment avoir de vraie démocratie, et ça va nous prendre beaucoup de temps, on sait ça, on doit commencer à penser comment est-ce qu'on peut démocratiser les relations dans la vie intime. De la vie intime. Alors, pour continuer sur votre enquête, ça n'a pas encore commencé, mais dans les 3 ans à venir, vous allez aussi vous lancer dans une enquête sur les hommes, finalement aussi, les hommes du monde arabe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et pourquoi interroger spécifiquement les hommes? Les hommes, ils sont un grand mystère universel, je pense. Le problème, surtout dans le monde arabe... Parce que dans ce livre, vous avez interrogé hommes et femmes. Exactement, mais on n'entend plus de voix des femmes parce qu'à vrai dire, les femmes avaient beaucoup de choses plus intéressantes à dire. Et c'est à cause du fait aussi que quand on parle de la sexualité, par exemple, on la problématise. On parle toujours de la sexualité comme une épidémie, par exemple, le VIH, une sorte d'exploitation, le trafic en êtres humains, etc., etc. Et si on parle de la sexualité comme ça, ce sont des femmes qui sont des victimes, ce sont des hommes qui sont des agresseurs, et on ne parle jamais aux agresseurs. Ils sont partie du problème, pas de la solution. Mais si on veut vraiment avoir de l'égalité entre les genres, on doit engager les hommes et on doit engager les hommes à penser que vraiment pour les femmes avoir plus de droits, ce n'est pas, comment on dit en anglais, un zero-sum game. Ce n'est pas les hommes qui perdent. Somme nulle. Exact, les hommes qui perdent. Alors, on commence avec les recherches. On va faire une grande enquête avec des milliers d'hommes dans plusieurs pays pour commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe dans leur vie comme mari, comme père, comme fils, et pour avoir... une vision plus globale. Exactement. Et après ça, pour utiliser ces renseignements, cette évidence, pour informer les ONG, le travail sur le terrain. Merci beaucoup, Chérine El Feki. Alors, je rappelle donc le titre de votre livre, La Révolution du plaisir, aux éditions Autrement, qui va également avoir une version pour le Maghreb, en fait, une version spécifique qui sera publiée. Version en arabe à la fin de cette année, Inch'Allah. Merci beaucoup de nous avoir suivis. L'info continue sur France 24.